Sud Radio, le débat du samedi. Le débat du samedi, Emmanuel Macron peut-il perdre sa majorité la semaine prochaine aux législatives, du moins au premier tour des élections législatives? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous continuez à voter et vous nous appelez 0826 300 300. Pour l'instant, vous répondez oui à 75% d'entre vous à peu près. Pour en débattre, nos deux invités, Nicolas Corato, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur du comité de réflexion politique Place de la République. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Paul Midi. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour votre invitation. Directeur général du parti de la majorité présidentielle, candidat ensemble de la 5e circonscription de l'Essonne. Emmanuel Macron peut-il perdre sa majorité dans une semaine ? Moi, je pense que je sens les électeurs très mobilisés. Ils veulent aller au bout de l'exercice. Moi, je les vois tous les jours. Ouais. Et ils veulent aller au bout de l'exercice. Ils veulent donner une majorité à Emmanuel Macron. Et la question, je pense qu'elle sera plutôt entre une courte majorité ou une très forte majorité. Et moi, évidemment, je pousse pour une très forte majorité. Évidemment. Parce que c'est votre travail. Alors la mobilisation, ça reste à voir. Pour l'instant, les enquêtes qu'on a nous laissent prévoir une forte abstention, ce qui concerne tous les partis d'ailleurs. Nicolas Corato. Vous avez raison, la grande inconnue, c'est le niveau de participation. Et c'est certainement ça qui aura un effet sur le résultat de la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Ce serait quand même une première que, depuis l'inversion des calendriers avec le quinquennat des élections législatives et présidentielles, un président de la République réélu ou élu n'ait pas automatiquement une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc tout est possible et tout tient quand même à la participation, à la mobilisation des électeurs. Et là, on voit des choses assez diverses et éparses en fonction des territoires et des circonscriptions. Une dernière chose, peut-être se méfier aussi, non pas des sondages, mais même s'il faut toujours regarder les sondages avec beaucoup de recul, mais se méfier des projections en sièges qu'on voit passer, parce qu'il n'y a pas de sondage circonscription par circonscription, donc on n'est pas dans une granularité qui permet véritablement d'avoir des projections très très fines. Donc il faut rester prudent sur les projections et sur cette idée d'une majorité relative ou absolue. Ce qui est sûr, c'est que l'effet de la gauche et de l'unité de la gauche va certainement peser sur le scrutin, sur les résultats du scrutin, et qu'on n'aura pas le raz-de-marée qu'on avait connu pour La République En Marche en 2017. Il y a une autre chose qui est sûre, qui concerne aussi bien la gauche que la droite ou que l'extrême droite ou que la majorité sortante, c'est le fait que s'il y a une majorité, elle ne recueillera probablement pas plus de 25% des voix au premier tour. C'est historiquement faible. Il y a 15 ou 20 ans, il fallait faire plus de 40% pour gagner des législatives. Est-ce que ça peut tenir ? moi, je pense que je voulais réagir à ce que vient de dire Monsieur Corato, parce que vous parlez souvent d'union de la gauche. Moi, je voudrais quand même clarifier les choses. La NUP, ça n'est pas une union de la gauche, c'est une union d'extrême gauche. Quand vous prenez un gros bidon d'eau chaude et que vous y mettez 2 verres d'eau froide, ça reste un gros bidon d'eau chaude. Et ils ont un slogan qui est d'ailleurs très clair, qui est placardé dans toutes les villes de France, c'est Mélenchon Premier ministre. Et ça, c'est de nature, et c'est ça qui mobilise aussi nos électeurs. Ça crée une crainte très forte. Nous, on a dû gagner les présidentielles face à l'extrême droite. Il va falloir gagner les législatives face à l'extrême gauche. Alors, Nicolas Corato vous répondra sur cet aspect-là. Aussi sur le fait d'ailleurs que le président de la République a laissé entendre ce matin dans le Parisien qu'il n'était pas forcément obligé de nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre en cas de victoire de la gauche. Revenons quand même sur cet aspect. Tous les camps, tous les partis ou toutes les alliances sont historiquement faibles. C'est inquiétant malgré tout. Écoutez, je ne sais pas, c'est le fonctionnement de la démocratie. On a des règles très claires, et si elles sont respectées et qu'on arrive à avoir des majorités claires, ça fonctionne. Imaginons par exemple que vous ayez la majorité avec 24% ou 25%, c'est ce que vous prédisent pour l'instant les sondages, des voix au premier tour. Ou alors que Jean-Luc Mélenchon ait la même majorité avec le même score puisqu'il est dans le même étiage. Ça pose une vraie question institutionnelle. Oui, mais attendez, si je peux me permettre, là vous regardez le premier tour. Après le premier tour, il y a un deuxième tour. Et par défaut, une fois qu'on a éliminé les autres. Bien sûr, mais on est dans un système institutionnel où on a des élections à 2 tours, et c'est bien pour ça que les électeurs utilisent parfois le premier tour. Mais après, on se retrouve au deuxième tour. Sur cet aspect, Nicolas Corato, ensuite on va revenir aussi sur la campagne. Je pense quand même qu'il faut qu'on réinterroge le mode de scrutin. Avant même de ce que vous dites, Jean-Marie, on a une candidate, Marine Le Pen, qui fait 42% des voix au second tour de la présidentielle. Moi, je ne souhaite pas
qu'elle aille vers le succès politique, c'est mon adversaire. Mais je ne peux pas non plus me résoudre à ce qu'avec 42% des voix au second tour des présidentielles, Marine Le Pen n'ait qu'une petite dizaine ou une petite vingtaine de députés à l'Assemblée nationale. Il y a un problème de représentativité. Nous sommes dans une crise de la représentation politique dans ce pays depuis plusieurs dizaines d'années. Ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs tenté de trouver une solution qu'on peut critiquer pour passer outre cette crise de la représentativité. Il faut qu'on continue à y travailler et on ne peut pas laisser ce mode de scrutin tel qu'il est aujourd'hui. Tiens, ben justement, les solutions pour faire face à la crise de la représentativité, c'est une annonce d'Emmanuel Macron ce matin dans Le Parisien. Il veut créer un Conseil national de la refondation. Alors si je résume, dans ce Conseil national de la refondation, vous auriez à peu près des membres du Conseil économique, social et environnemental, en tout cas le même genre de profil, et des citoyens tirés au sort, qui auraient leur mot à dire sur les réformes à mener. Alors même qu'on est en pleine période d'élections législatives, en quoi des citoyens tirés au sort seraient plus légitimes que des élus ? En fait, je pense qu'on est dans un moment où on a besoin de se parler tous ensemble. Vous savez, au moment de la crise des Gilets jaunes, le président de la République avait eu cette idée qui était une très bonne idée, du grand débat national, qui nous a permis d'avancer. Et là, je vous l'ai dit, on sort d'un moment démocratique où il a fallu se battre contre l'extrême droite et où j'espère qu'on va gagner les législatives contre l'extrême gauche. Mais maintenant, il faut rassembler derrière. Et donc, je pense que ce Conseil de la refondation, c'est une très bonne idée qui va nous permettre d'apaiser, de se parler collectivement et puis de faire avancer ce deuxième. Nicolas Corato, la légitimité du tirage au sort. Il faut faire attention quand on convoque l'histoire, et je trouve qu'à jouer avec les mots et les institutions, parfois on se prend les pieds dans le tapis. Oui. On peut pas faire référence au Conseil national de la résistance sans oublier que celui-ci réunissait des gaullistes jusqu'aux communistes et qu'il était éminemment politique. Là, vous en aurez peut-être aussi, puisqu'ils sont tirés au sort. Mais évidemment. Et des syndicalistes. Moi, qui sont à droite. je pense quand même que le précédent quinquennat est allé au bout de l'expérience des conventions citoyennes. On a vu à quel point, d'ailleurs c'est intéressant comme système, mais je pense qu'on a touché les limites. Je suis assez d'accord avec vous, Jean-Marie. C'est vrai qu'au moment où on sort des législatives, où les Français élisent leurs représentants, les députés qui sont d'abord des députés de la nation et qui sont là pour les représenter, moi j'aimerais qu'on reconsidère le rôle du Parlement pendant ce second quinquennat. Il a été malmené, il faut le dire, pendant le premier quinquennat. Il y a des explications à ça. On peut avoir des appréciations différentes. Il a été, à mon sens, malmené. Il faut le repositionner à sa juste place. Et je suis assez sceptique par rapport à ce genre d'initiatives qui viennent, d'une certaine manière, envoyer des signaux assez négatifs à la représentation nationale. On peut pas dire aux citoyens français, allez voter, c'est un devoir civique, c'est un devoir impératif, et c'est important que vous alliez voter les prochains dimanches d'élection, et leur dire en même temps, la première chose qu'on fera, c'est de réunir des représentants qui ne sont pas ceux que vous avez élus, pour décider d'une certaine manière des grandes réformes de la nation. Je pense que là, le président de la République doit clarifier absolument les choses et repositionner et redonner une confiance législative, institutionnelle au Parlement. Alors revenons sur l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Allusion à Jean-Luc Mélenchon. Personne, je cite le président, ne peut imposer un nom au président de la République. En d'autres termes, la gauche, même si elle gagne, ne peut pas m'imposer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Mais techniquement, si. Imaginons qu'elle gagne législative et qu'elle dise « on veut Mélenchon Premier ministre ». Le président de la République n'est pas censé refuser. Il peut le faire. Après, une majorité, effectivement, derrière Jean-Luc Mélenchon peut défaire un gouvernement, faire tomber le gouvernement. Mais le choix du Premier ministre revient au président de la République. Et donc, in fine, il revient quand même à l'Assemblée nationale. C'est effectivement possible. Je pense que voilà, vous avez bien vu ce qu'a essayé de dire Emmanuel Macron. C'est possible et je vois d'ailleurs que ça fait peur à beaucoup d'électeurs. Et moi, je suis obligé. Ça fait deux fois d'ailleurs que vous parlez du mot peur, la peur de l'extrême gauche. C'est comme ça que vous avez qualifié la nouvelle union écologique, la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Pardonnez-moi. Pourquoi la peur ? La peur parce que je pense que le programme que porte Monsieur Mélenchon, il est catastrophique pour la France. Je vous cite quelques exemples. Monsieur Mélenchon, c'est la sortie de l'Europe, c'est la sortie de l'OTAN, c'est la complaisance avec Poutine. Alors déjà, moi, je prends mes jambes à mon cou et je pars en courant. Mais c'est aussi la hausse des impôts, c'est la loi d'amnistie pour les casseurs,
c'est la sortie du nucléaire. Je ne vois pas comment on va réussir avec ce programme à faire la transition écologique, qui est un objectif majeur et qui est au cœur de notre programme présidentiel. Sortie de l'Europe, complaisance avec Poutine. Il a même parlé de soumission à la Russie, Emmanuel Macron. Nicolas Corato. C'est intéressant, on a l'impression, pardonnez-moi, de revenir au bon vieux temps, vous savez, des 80-81, les communistes avec, les communistes avec le les couteau entre les dents. Je pense que quand on caricature son adversaire, c'est que d'une certaine manière, on se situe aussi dans une zone de fébrilité. Et moi, je pense que les Français, les électeurs, ils attendent des confrontations et un débat projet contre projet. Vous avez cité quelques éléments que vous personnalisez, je vais dire, du programme de la NUP. Il y en a d'autres. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est effectivement des débats. Aujourd'hui, on n'a pas de débat dans cette campagne. Il n'y a pas de débat entre la NUP et Ensemble, entre la NUP et LR, entre LR et Ensemble. Et je pense que les Français sont orphelins d'une certaine manière d'un manque de débat. Il n'y a pas eu vraiment de débat pendant la présidentielle pour des raisons qui n'appartiennent à personne, qui sont exogènes, qui sont nécessairement liées à la crise et à la guerre en Ukraine. Pendant ce débat législatif, on ne voit pas non plus de débat politique. Donc, moi, je veux bien qu'on agite la peur dans les deux camps, d'ailleurs. Hein, c'est réciproque. Le président de la République agite la peur des rouges, ça comme ça, et Jean-Luc Mélenchon agite la peur du néolibéralisme et du capitalisme qui viendrait appauvrir les Français. Je pense qu'à un moment, il va falloir que ces hommes politiques de gauche et de droite se parlent, débattent clairement, de manière transparente, et clarifient leur position. Alors, ce qui est important, c'est la clarté du débat public. Avec un point de programme, d'ailleurs, qui a été rappelé par Emmanuel Macron dans cette interview. Il veut que la réforme des retraites s'applique dès 2023. Est-ce que c'est vraiment le bon moment ? Oui, je pense. Alors même qu'on n'a pas encore voté. C'est-à-dire, est-ce le bon moment de dire je veux que telle réforme s'applique alors même qu'on ne sait pas quelle assemblée Je pense que les Français ont envie de clarté sur l'agenda du gouvernement. Ils l'ont demandé ces dernières semaines. Et donc le gouvernement est au travail depuis maintenant quelques semaines et les premiers éléments d'agenda arrivent. Et il attend aussi de connaître les parlementaires qui seront chargés de ficeler et de voter. C'est ce qui est le plus important dans les prochains réforme. La réforme des retraites, argument de campagne, là pour le coup c'est un débat de fond. Oui, c'est un vrai débat de fond. Il y a plein d'arguments pour et il y a plein d'arguments contre. Il y a aussi un débat sur l'opportunité de faire cette réforme qui se pose. J'entendais sur une antenne concurrente à la vôtre ce matin, pardonnez-moi Jean-Marie, le président de la CFE-CGC qui est pas complètement un islamo-gauchiste, qui était très critique sur l'idée même de porter une réforme et l'idée même d'en parler maintenant. Enfin voilà. Donc on voit bien qu'il y a avant même d'enclencher les réformes, un vrai sujet de refondation du dialogue social et du dialogue politique dans ce pays. Le président de la République nous l'a promis lors de son discours d'investiture. Il faut qu'il tienne parole. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on recommence sur les coups de menton et qu'on vraiment commence par la coordination, le dialogue social, en respectant les partenaires sociaux, c'est-à-dire pas simplement en les écoutant, mais en prenant en compte aussi ce qu'ils ont à dire sur un sujet qu'ils connaissent parfaitement. Faisons un peu de politique fiction avec vous deux. Imaginons que dans 2 semaines, personne n'ait la majorité et qu'il faille faire alliance. Après tout ce que vous vous serez échangé, islamo-gauchisme, soumission à Poutine par exemple, ultralibéralisme, est-ce que vous serez capable de faire alliance ? Paul Midi. Franchement, je veux pas envisager ce scénario. C'est pas pour ne pas répondre à votre question, mais vraiment, je pense que ce serait un scénario qui serait catastrophique. Ce serait un scénario catastrophique. Nicolas Corato ? Moi, je suis plus à l'aise parce que je suis pas en campagne. Ouais. Donc, vous avez une sensibilité de gauche, on peut quand même le dire. Gauche, je l'assume. Moi, je pense que dans ces cas-là, et on l'a vu dans le passé, dans ce pays, les représentants politiques savent prendre leurs responsabilités. Et je pense qu'il y a, malgré tout, malgré les divergences, il y a des points sur lesquels on peut faire avancer un pays. Alors peut-être pas aussi loin que les uns et les autres l'auraient voulu, mais ça peut fonctionner. Après, c'est pas la logique de notre système institutionnel. C'est assez rare dans l'histoire de la Ve République. On a un précédent en 1988 avec François Mitterrand réélu, une majorité beaucoup plus faible. Avec une majorité très relative, qui a réussi à faire des grandes réformes. Je pense le RMI. Par exemple au RMI, qui était quand même une réforme très très marquée à gauche, qui a réussi à passer, y compris avec des voix du centre à l'époque et de la droite. Donc tout ça, je pense que notre système est suffisamment fort pour tenir. Je ne pense pas à une crise institutionnelle. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il faille agiter le chiffon rouge de la crise institutionnelle. Ce ne serait pas responsable. Je pense qu'on peut effectivement envisager l'avenir avec responsabilité. Le mot de la fin, vous avez quelques secondes, Paul Midi. Moi, je reviens sur un point parce que je pense qu'il faut
clarifier, parfois un petit peu simplifier les débats. Et j'ai essayé de montrer la différence entre le projet d'Emmanuel Macron et le projet de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je dois le faire tous les jours dans ma circonscription, où je suis face à Cédric Villani, qui est le candidat de Jean-Luc Mélenchon, et moi, Paul Midi, je suis le candidat d'Emmanuel Macron. Effectivement, et Cédric Villani, ancien marcheur d'ailleurs. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur Sud Radio ce matin. Paul Midi, je rappelle que vous êtes directeur général du parti de la majorité présidentielle Ensemble. Vous êtes, pardonnez-moi, je m'en étouffe, candidat Ensemble de la 5e circonscription de l'Essonne. Bon courage pour la fin de la campagne. Merci à vous, Nicolas Corato. Pas en campagne, mais bon courage quand même, ça peut toujours servir. Oui, j'en ai besoin fondateur aussi du think tank Place de la République. On vous posait cette question. Emmanuel Macron peut-il perdre la majorité aux législatives? Pour l'instant, vous répondez assez largement oui sur le Twitter de Sud Radio. Je vous rappelle qu'on a une surprise pour vous. Si vous êtes amateur de courses de camions, il y a beaucoup de routiers en France, c'est une des premières professions de ce pays. Eh bien, on vous offre 2 places VIP pour le Grand Prix Camion. C'est au circuit de Nogaro. Alors, vous nous appelez 0826 300 300. On attend toujours les vainqueurs. On est ravis de vous accueillir et on vous y envoie. À tout de suite sur Sud Radio.